Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie pour l'invitation et je vous souhaite un excellent congrès. Merci à vos équipes. C'est une très belle organisation et j'ai envie d'avoir un petit mot, je ne sais pas où est voilà, là-bas, au fond, un petit remerciement particulier aux interprètes. Parce que je pense que l'exercice ne doit pas être simple, vu la vitesse à laquelle certains orateurs et oratrices prennent la parole. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais pas sûr qu'il n'y a pas des moments où je vais un petit peu m'emballer. Pour commencer, je souhaite revenir sur les liens qui unissent la FGTB et le GBL. Je souhaite nous féliciter, vous féliciter pour notre travail commun au service des travailleurs frontaliers et des travailleuses frontalières. La collaboration avec la FGTB interprofessionnelle date de 1993, quand les deux organisations ont emboîté le pas dans le dispositif EURES. Mais bien avant cette date, des accords avec la Centrale Générale et les métallos existaient déjà. Le dernier accord de collaboration date de 2021. Dans ce cadre, Cindy, ici présente, et Sigrid reçoivent les affiliés de l'OGBL au sein de nos permanences de Arlon et de Virton. Concrètement, sans tout pouvoir citer, en moyenne 180 rendez-vous par mois, environ 500 dossiers litigieux par an, le suivi d'environ 300 déclarations luxembourgeoises complétées par l'OGBL et l'affiliation de plus de 150 personnes à l'OGBL par an. Merci, les camarades, pour votre implication aux côtés des travailleurs frontaliers et des travailleuses frontalières. Dans la suite de mon intervention, je vais aborder des enjeux plus globaux. Je vous préviens déjà, elle est trop courte parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et elle est aussi trop longue pour la même raison. Depuis le traité de Maastricht de 1993, la route de l'austérité a été empruntée au sein de l'Union européenne. Résorber les dettes publiques, le mantra de l'Union européenne et des gouvernements nationaux, poussés par les tenants du libéralisme économique, non dont se part le capitalisme. Ceci s'est traduit notamment par la privatisation de la production et de la vente de l'énergie, car la libre concurrence devait nous sauver, on a vu le résultat, par des politiques nationales d'austérité budgétaire, restriction des conditions d'accès aux retraites, suppression progressive des systèmes de pré-retraite, blocage salarial, chasse aux sans-emploi, chasse aux malades, chasse aux migrants. Par des politiques nationales de plus en plus répressives à l'égard des contestataires, qu'ils soient syndicalistes, activistes pour le climat, défenseurs des droits humains, féministes en colère, ou tout cela à la fois, comme nous le sommes d'ailleurs beaucoup d'entre nous ici aujourd'hui. Après la crise causée par les spéculateurs financiers en 2008, la pandémie et la crise de la concurrence énergétique, les mêmes recettes nous sont resservies et reviennent à l'avant-plan, avec une énorme hypocrisie en passant, puisque ça n'a, semble-t-il, pas posé de problème que l'on creuse le déficit pour sauver les banques. Et oui, faire face à la pandémie ou faire face à la crise de la concurrence énergétique a coûté à nos services publics et a coûté à notre sécurité sociale. À chaque fois, le carcan budgétaire européen a dû sauter. C'est bien la preuve qu'il ne fonctionne pas, que cette recette n'est pas la bonne. Il faut permettre les investissements publics nécessaires pour construire la cohésion sociale, répondre aux défis environnementaux et de politique industrielle et assurer aussi la maîtrise de l'ensemble du secteur énergétique par des opérateurs publics. Dans ce contexte, malgré notre résistance ferme, résistance syndicale ferme et sans concession, les fachos et l'extrême droite sont au pouvoir ou progressent dans les urnes en Europe et ailleurs. Le récit de l'extrême droite a percolé et est repris par la droite devenue extrême.
et même, en tout cas pour ce qui nous concerne, par certains centristes qui, malheureusement chez nous, n'ont jamais très bien su où ils se situaient, mais qui, par leur choix politique complice, aident à déplacer le curseur à droite, voire à l'extrême droite. Tout cela est la conséquence de solutions insuffisantes ou inexistantes aux problèmes socio-économiques. C'est la conséquence de la division de la gauche. C'est une avancée pour le capitalisme qui y voit une opportunité d'encore accroître ses profits, car oui, capitalisme et extrême droite se renforcent mutuellement. Je vais encore malheureusement continuer dans le catalogue ou la liste des horreurs, malheureusement, mais je dois encore souligner que les discours va-t-en guerre et la course au réarmement ont repris une vigueur que nous n'avions plus constatée en Europe depuis les années 30, comme si nous n'avions pas retenu les leçons de l'histoire. En passant, vous dire que de la même manière que nous devons soutenir la population en Ukraine, n'oublions pas la population en RDC ou encore le peuple palestinien. L'internationale fasciste, incarnée par notamment Trump, Milei, Meloni et d'autres, nous promet guerre, déportation et plus d'exploitation du vivant et des vivants. Leur paix est celle du plus fort, du plus riche. L'extrême droite ne vous protégera pas. N'oubliez pas que les guerres servent des intérêts économiques et commerciaux. Les travailleurs et les travailleuses en seront toujours la chair à canon. Ce sont les femmes et les enfants qui en paieront le prix le plus élevé, leur corps violés, exploités, mutilés, leur vie. Pourtant, il ne peut y avoir de paix durable sans justice sociale. Camarades, dans ce contexte, nous devons prendre nos responsabilités en portant haut et fort notre projet de société, car la paix a besoin de nous. Je vais me permettre un petit détour par la situation belge parce que je pense qu'elle permet d'illustrer la réaction qu'il convient que nous construisions ensemble. La droite et ceux qui se présentent comme étant au centre en Belgique, donc la droite, on ne va pas se mentir, a gagné les élections en juin et nous avons un gouvernement depuis le mois de janvier. Un gouvernement qui porte bien son nom, Arizona, vu le désert social qu'il nous promet. Son programme s'est construit sur plusieurs mensonges que vous avez déjà dû entendre vous aussi. Je ne vais pas tous les reprendre parce que alors là, j'en ai encore pour 1 ou 2 heures. Mais je vais en citer 2. Le premier, le coût des pensions liées au vieillissement de la population est impayable. Il faut faire des économies. Alors, ils ont prévu 2,4 milliards sur un budget de 60 milliards. Pas grand-chose, me direz-vous. Sauf que, pour 4 travailleurs sur 10, cela signifie travailler au minimum 1 année de plus et que, via leur système de pénalité de pension, ce sera une pension qui sera rabotée de 5% par année d'anticipation par rapport à l'âge légal de la retraite. Concrètement, pour une pension moyenne, ça fait 250 € en moins par mois si vous partez à 63 ans au lieu de 66 ans. Et donc, on peut dire que ça a quand même un fameux impact sur le pouvoir d'achat de nos pensionnés. Les pensionnés sont donc devenus des variables d'ajustement budgétaire et en plus, cela ne résoudra rien sur un budget de 60 milliards d'euros. Le gouvernement a donc fait le choix de réduire les pensions alors que c'est du financement qu'il faut aller chercher pour la Sécu. En Belgique, on assiste à une prolifération d'aides aux entreprises qui sont données sans condition, je tiens à le préciser, par le biais de la fiscalité ou de déduction de cotisations de sécurité sociale. Elles représentent 15 milliards d'euros par an. Le tax shift du précédent gouvernement des droites
et donc du gouvernement MR-NVA, que l'on retrouve d'ailleurs encore au gouvernement aujourd'hui, représente encore un déficit de recettes pour la sécurité sociale qui n'a pas été compensé à concurrence de 5 milliards. La suppression de l'écart salarial entre les hommes et les femmes en Belgique pourrait rapporter 3 milliards. En 3 exemples, je viens de trouver plus de 20 milliards, alors qu'on nous annonce que les coûts de pension liés au vieillissement de la population devraient augmenter de 20 milliards d'ici 2070. Donc de l'argent, il y en a. Ce qu'il faut, c'est avoir la volonté politique d'aller le chercher. Le deuxième mensonge, et c'est un mensonge qu'on ne doit jamais occulter, même si aujourd'hui nous sommes certaines d'avoir réussi à avoir vaincu, grâce à un travail collectif important au sein de nos organisations, on a vaincu le plafond de verre, on peut le dire. On veille aussi à une meilleure représentation des travailleuses partout dans les collectifs de travail. Et donc c'est toujours important aussi d'insister sur un autre mensonge qui revient souvent, c'est le féminisme washing des gouvernements. Ce gouvernement défendrait les femmes. Pourtant, ce gouvernement est aveugle à la spécificité des carrières des femmes. Pire, elles sont sanctionnées pour pouvoir accéder à leur pension, parce que ce sont elles qui occupent majoritairement des emplois à temps partiel, parce que ce sont elles qui majoritairement doivent encore interrompre leur carrière pour s'occuper des personnes dépendantes au sein de leur famille, parce que ce sont elles que l'on retrouve à plus de 60% parmi les malades de longue durée. Et ce n'est pas un hasard. Elles sont confrontées à des circonstances de pénibilité qui ne sont pas reconnues pour l'accès à la pension et elles doivent encore assumer majoritairement un double shift travail-famille qui pèse sur leur santé et sur leur corps. Et le gouvernement leur répond quoi ? Il faudra prouver des conditions de travail effectives, peu importe que vous ayez dû avoir des enfants ou vous occuper de personnes dépendantes au sein de la famille, et ça, c'est inacceptable pour nous. Alors, face à cela, me direz-vous, que fait-on ? Parce que je vous rassure, je ne suis pas que pessimiste, mais il faut bien, à un moment donné, faire l'inventaire des difficultés et des critiques que l'on a à faire vers ces gouvernements pour pouvoir aussi construire des stratégies. Et donc, face à tout cela, on se bat. Bien avant la mise en place du gouvernement, dès les premiers projets d'accord qui ont fuité, nous avons informé, sensibilisé et nous continuons à le faire. Construire notre récit et face aux enjeux européens, c'est ce que nous devons faire aussi ensemble avec nos organisations syndicales. Reconquérir du terrain dans la bataille des idées est essentiel au niveau national et européen. La formation, l'éducation populaire sont essentielles. Chacun et chacune d'entre nous, dans son collectif de travail, en famille, avec les amis, partout, nous devons porter nos revendications. Communiquer encore et encore, mais cela ne suffit pas. Alors il faut aussi passer à l'action. Alors après plusieurs rassemblements, nous avons organisé une manifestation nationale à Bruxelles. Nous avons réuni plus de 100 000 personnes en février. Nous avons fait grève le 8 mars et participé à des actions partout en Belgique qui ont réuni à divers endroits des milliers de personnes, dont une manifestation de plus de 15 000 personnes à Bruxelles avec l'associatif féministe. Nous avons manifesté contre le racisme le 23 mars et oui, nous organisons une grève générale le 31 mars, donc ce lundi. Cette mobilisation nationale, nos mobilisations nationales, doivent aller de pair avec une stratégie commune au niveau européen. Nous sommes confrontés aux mêmes réalités. Nous voulons transformer la société pour construire une société juste, solidaire et basée sur l'égalité. Nous voulons transformer l'Europe du capital en réelle Europe sociale. L'Union européenne doit construire son autonomie économique et énergétique.
L'Union européenne peut être le moteur d'une transition écologique mondiale et refuser de suivre les USA dans leur dérive de post-vérité. Nos organisations syndicales doivent encore poursuivre ensemble au moins 2 objectifs essentiels, vitaux: construire la résistance syndicale nationale et internationale face au fascisme et à l'extrême droite, construire une société basée sur la justice sociale, l'égalité et la solidarité. Vaste programme, mais ça doit être ça l'optimisme syndical. Je vous promets que je vais avoir bientôt fini. Cela passe par une présence continue et ferme au sein de la CES, avec la CGT, la CGTP, la CGIL ou encore Comisiones Obreras et j'en passe. Nous devons continuer à construire des stratégies communes qui nous permettront aussi de faire basculer le rapport de force en notre faveur au sein de la CES. Cela passe par des alliances larges au-delà de nos rangs. Cela passe par la convergence des luttes progressistes, féministes et antifascistes. Cela passera par un combat essentiel: regagner la confiance des travailleurs et des travailleuses. Parce que oui, malheureusement, le discours de l'extrême droite a aussi parfois percolé au sein de nos rangs. Nous devons regagner la confiance des travailleurs et des travailleuses, avec ou sans emploi, avec ou sans papier. Nous devons les convaincre que la solution, ce n'est pas l'exclusion de celle ou de celui qui est différent. Nous devons les convaincre qu'ensemble, nous pouvons construire une société qui place leur bien-être au cœur de ses objectifs. Bref, nous devons faire de nos utopies des réalités. Ensemble, on est plus fort, on est plus forte. Vive la FGTB, vive la CGT, vive le GBL.